Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Élodie Joanneau, conseillère en gestion de patrimoine au sein du cabinet Maubourg Patrimoine. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Terence Held, qui est également conseiller au sein du cabinet. Et on est ravis aujourd'hui d'animer ce webinaire, et ça va être le dernier aussi de notre saison avant la pause estivale, afin d'aborder une thématique qui revient souvent lors de nos rendez-vous clients, c'est-à-dire comment réussir à générer un revenu par mois, notamment surtout en arrivant à la retraite, mais essayer de se générer un revenu par rapport au capital que vous arrivez à constituer ou que vous souhaitez constituer. On voulait commencer par un petit rappel. Bon, ça c'est plus de l'ordre réglementaire que bien évidemment on va aborder différentes solutions d'investissement. Toutes ces solutions d'investissement vont être un petit peu chiffrées pour bien évidemment commenter un rendement éventuel. Bien évidemment, toutes les performances passées ne préjugent pas des résultats à venir. Et tous les chiffres qui vont être indiqués sont uniquement à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Bon, c'est assez classique, mais on est obligé bien évidemment de le remettre. En introduction, déjà, on voulait remettre un petit peu les bases, c'est-à-dire que là, on est parti sur un objectif d'obtenir 2 000 € par mois, donc à peu près 24 000 € par an. Bien évidemment, lorsqu'on veut faire fructifier son capital, ou en tout cas ne pas le consommer, on s'aperçoit que si on est sur des placements très prudents, donc de l'ordre de 3%, il faut quand même une mise de départ qui est assez conséquente, environ 800 000 €. Et que bien évidemment, plus le rendement du capital va être élevé, plus la mise de départ, ou en tout cas le capital qui doit travailler pour subvenir à ces 2 000 € par mois doit être plus faible. On reprend un petit peu les bases, mais c'est vraiment de dire que plus on va augmenter le rendement, plus le risque va être du coup la conséquence de l'investissement, et que du coup c'est vraiment le curseur qu'on va être amené à travailler avec nos clients via des simulations, via aussi voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour essayer d'atteindre cet objectif de 2 000 € par mois dans cet exemple. Mais bien évidemment, plus on augmente le rendement, plus le risque est associé. L'objectif du webinaire, c'est aussi d'aborder le maximum de solutions d'investissement afin de pouvoir aborder toutes les solutions possibles. Donc, on va aborder les placements financiers cotés, les placements immobiliers et les placements non cotés. L'objectif du webinaire, c'est de durer à peu près 40 minutes. Vous avez aussi une fonction chat ou questions-réponses afin de pouvoir poser les questions durant le webinaire. N'hésitez surtout pas. On y répondra plutôt par contre à la fin afin de ne pas perturber le déroulé de la présentation. Et dans tous les cas, vous aurez le replay du webinaire qui sera envoyé, et également le support de présentation. On va commencer par les placements financiers. Euh, Ça reste un incontournable lorsqu'on souhaite se générer des revenus complémentaires, parce que au-delà de l'aspect distributif qui est vraiment le fil conducteur de notre webinaire, les placements financiers restent flexibles et s'adaptent un petit peu à l'environnement, on va dire, macroéconomique, au fil du temps. Et aussi, ce sont des placements qui restent liquides. Donc, bien évidemment, on peut s'orienter sur un objectif de rendement mensuel, mais en cas de coup dur, ou si vous avez un projet par la suite, bien évidemment, vous pouvez le racheter en tout cas, et pouvoir en bénéficier quand vous le souhaitez. Donc la part de placement financier a toujours une place assez évidente du fait de ces avantages qui sont importants. Et Terence va nous présenter les actions de rendement. Oui, bonjour à tous. Donc, l'une des premières possibilités qui est aujourd'hui disponible pour chercher à se constituer des revenus récurrents, c'est les actions de rendement. Donc, c'est vrai qu'habituellement, quand on parle de complément de revenus, on pense moins aux actions. On pense plutôt à actions pour chercher à acheter une action un peu sous-évaluée
en espérant qu'elles prennent en valeur pour faire une grosse plus-value. Mais il existe en fait aujourd'hui des actions dites de rendement. Donc ça va être des sociétés aujourd'hui beaucoup plus matures, qui ont un chiffre d'affaires assez élevé, qui sont aujourd'hui sur le marché depuis pas mal de temps, et qui vont avoir un objectif un peu différent, c'est-à-dire qu'elles vont distribuer un dividende qui va être en fonction de l'année, en fonction des performances de la société. Et là, on a pris quelques exemples. On va avoir des sociétés, par exemple, dans la santé, dans les télécoms, justement, qui vont avoir un revenu assez conséquent parfois, comme Pfizer de 7% ou Verizon de 6%, et qui vont en fait distribuer un dividende tous les ans. Donc ce revenu, forcément, il n'est pas garanti. Il va dépendre déjà d'une part des performances de la société. Donc on va avoir un revenu, un dividende qui peut baisser d'une année à l'autre en fonction des performances de la société. Et il y a également un deuxième risque à prendre en compte qui va être celui du risque de devise. Forcément, quand on a des sociétés comme en Chine, par exemple, là, il y a la volatilité du yuan à prendre en compte. Et à pas oublier également qu'on achète également des actions, donc il y a le capital qui est investi qui peut également, lui, fluctuer. Euh, Également, je voulais juste rajouter, quand vous avez des événements, par exemple comme le Covid, il peut y avoir des années où il n'y a pas de versement de ouais, dividendes du tout. Donc forcément, les actions de rendement prennent une part dans l'allocation, mais il ne faut pas juste tout miser là-dessus, parce qu'en cas de crise, ou mm, même votre capital aussi, il peut fluctuer. Donc il ne faut pas non plus tout miser sur ces actions-là, c'est clair. en termes de risque en tout cas. Voilà, c'est sûr. Il y a donc là le deuxième type d'investissement auquel on pense un peu plus naturellement quand on cherche à avoir un complément de revenu. Donc là, ce sont les obligations, justement. Les obligations, là, on prend pas part dans le capital de la société, on va être plutôt banquier, c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent, en quelque sorte, à un État ou à une entreprise qui, en échange, va vous verser en fait un coupon fixe euh, tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, en fonction du type d'obligation. Et cette obligation, elle, va avoir un coupon qui va être défini, on va dire, en fonction déjà d'une part de la société à laquelle on prête, on va dire, de son bilan financier, de sa capacité demain à vous rembourser et à son potentiel de faire faillite ou non. Les autres points vont être également donc forcément la corrélation par rapport à l'inflation et à la politique des banques centrales. Donc il y a une grosse corrélation par exemple aux taux aujourd'hui qui sont en vigueur. Et là c'est un peu le même risque qu'on avait vu juste avant avec les actions, mais ça va être également la devise. Donc en fonction d'où la société est localisée et de la devise dans laquelle l'obligation est faite, il y a ce risque également à prendre en compte. Vous avez aujourd'hui plusieurs possibilités pour investir en obligations. Donc il y avait d'une part, un peu comme les actions juste avant, la possibilité d'acheter en direct, c'est-à-dire de prendre une société en particulier et de justement participer en prenant des obligations de cette société. Et vous avez deux autres possibilités. La première qui va être les ETF, dont on parle souvent et qui plaît de plus en plus, de par des frais réduits, mais qui, pour faire simple, reproduit simplement un indice de référence. Donc là, par exemple, si je prends un indice assez connu comme le CAC 40, l'ETF, il va simplement répliquer le cours de l'indice. On va avoir la même chose justement pour des fonds obligataires. Et le dernier, c'est les OPCVM. Les OPCVM sont là en fait des fonds qui sont gérés, eux, par des sociétés professionnelles. Donc ça va être des fonds qui vont, eux, investir dans des centaines d'obligations. On va justement le voir juste après, un peu plus en détail. Et voilà, on tenait à faire un petit point en particulier parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont non-résidents, donc la plupart même, et on a des possibilités justement d'investissement au Luxembourg qui sont un peu plus avantageuses fiscalement, parce qu'en fait, pour faire simple, un contrat luxembourgeois va appliquer la fiscalité de votre pays de résidence fiscale. Donc, si demain vous êtes en dehors de la France, il y a de grandes chances, on va dire, que votre fiscalité soit plus avantageuse. Et donc, aujourd'hui, on a des possibilités pour ouvrir, par exemple, des comptes titres ou des assurances vie au Luxembourg avec des tickets d'entrée souvent au-dessus de 100 000 euros. Voilà. Pour la suite, donc là, pour la suite, justement, c'est ce qu'on évoquait, donc les OPCVM.
En fait, aujourd'hui, investir en actions, en obligations sur une société, par exemple, comme on le voit à côté, sur Boeing, sur Ford, on va avoir un coupon qui est attractif de 7-6% par exemple, mais on s'expose à une société en particulier. Donc si demain, le secteur, je sais pas, automobile prend un grand coup comme c'est le cas ces dernières années et que Ford décide de ne pas verser de dividendes, on n'a rien. En passant par des OPCVM, en fait, on va mutualiser le risque. Donc, on va déléguer la gestion à une société, comme par exemple, on le voit plus bas à Tikeo, Iveo, Pinco, et qui, eux, vont investir dans des centaines de sociétés, dans des centaines, donc acheter des centaines d'obligations et en fait répartir le risque. Donc ça vous permet en fait d'aujourd'hui, si demain une des sociétés dans le portefeuille fait défaut, bah, la performance va être très peu impactée. Donc ça, c'est l'avantage de ces sociétés. Et on a également, en fait, ces sociétés, elles vont être investies dans des secteurs particuliers, comme Iveo, qui va se spécialiser sur la dette d'entreprise. Voilà, donc tous ces avantages-là. Et oui, et pour les obligations indirectes, le ticket d'entrée est souvent très élevé, donc à partir de 100 000 euros. Alors que sur les EPSLM, c'est beaucoup plus accessible, notamment en assurance vie. Mm. Ou même, oui, de toute façon, en tant que particulier, vous pouvez pas, comme les actions, vous achetez directement votre portefeuille d'actions et vous suivez la bourse en direct. Le marché obligataire, il n'est pas ouvert pour le particulier comme ça. Donc, vous êtes obligé de toute façon de passer Ouais. par un organisme. Et effectivement, quand vous achetez une obligation d'une société cotée, elle n'a pas besoin de 1000 euros. Elle va avoir besoin de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, forcément, ça va être des tickets beaucoup plus élevés. C'est pour ça qu'on met en avant, par rapport aux actions où c'est un petit peu plus simple de faire son allocation, on met beaucoup en avant les fonds de gestion collective, parce que déjà aussi c'est une gestion experte de professionnels assez appuyée. Vous êtes obligé d'analyser et de rentrer dans le moteur hein, de la société pour voir son risque. C'est pas juste un peu du trading boursier qui est un peu plus. On peut prendre aussi le point de vue macroéconomique. Pour les obligations, ça, il y a quand même beaucoup de facteurs. Et d'avoir des experts bien identifiés, donc notamment IVO, c'est aussi sur le marché émergent qui sont très forts. Voilà, ça permet de diversifier, de mutualiser son risque et d'avoir des frais qui sont maîtrisés. Du coup, on a vu les actions et les obligations. C'est un peu le format classique lorsqu'on on souhaite euh, faire une allocation assez standard sur des placements financiers pour délivrer du rendement. Vous pouvez associer des instruments financiers qui vont diversifier votre patrimoine et essayer aussi euh, de rentrer un petit peu plus de la proposition sur du sur-mesure. Parce que les actions, les obligations, on est sujet à pas mal de volatilité, pas mal de facteurs qui sont un peu exogènes. Au niveau des produits structurés, ça reste un cahier des charges que vous allez définir auprès d'un expert qu'on appelle un broker. On identifie bien Phoenix parce que comme du coup par exemple sur les obligations ou actions, on veut la distribution, bah, c'est pareil pour les produits structurés, il y a un jargon spécifique financier. Vous avez les Athéna qui capitalisent en fait tous les coupons et qui vous les donnent à la fin. Et le Phoenix qui va vous délivrer dès du coup, si vous avez un produit qui est mensuel, trimestriel ou annuel, bah, tout de suite vous délivrez des premiers mois, premier trimestre ou chaque année un rendement qui va être défini. Et c'est vraiment un instrument financier. Donc vous allez donner, ou en tout cas on vous aide à vous donner un cahier des charges particulier. Et en fonction, si vous souhaitez recevoir un coupon mensuel, ou enfin, en tout cas une durée, d'avoir une protection sur la mise en mémoire des coupons, d'avoir une barrière de versement du coupon. C'est-à-dire que si on est sur un actif qui est un peu volatile, on peut avoir du coup plus ou moins un coupon qui va être versé en fonction de la baisse de l'action. J'essaye de pas trop rentrer dans le détail, c'est assez technique. Si vous souhaitez un remboursement anticipé possible ou non, des protections qui vont s'ajouter sur le capital qui a été investi. Tout ça, en fait, c'est pas mal de critères qui structurent en fait un produit structuré. Et en fonction de tous les critères que vous allez sélectionner, vous allez en sortir avec un coupon qui va être défini. Pour vous donner un exemple assez concret et deux exemples bien distincts, vous avez des produits structurés qui sont dits à capital garanti à l'échéance, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre
sur le capital que vous investissez. Et en même temps, vous voulez quelque chose de très, très sécurisé. Donc, souvent, on les appelle les notes taux fixes. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous avez ce coupon qui tombe. Euh, Ça, aujourd'hui, on peut arriver à structurer des produits qui vont délivrer peut-être du 4% annuel. Euh, Si, à contrario, vous prenez un sous-jacent action, donc on va suivre quand même l'évolution d'une action et en fonction de son évolution, elle va vous délivrer, enfin le produit vous délivre un coupon. Que vous avez une protection du capital qui va être plutôt à 50%, que vous prenez peut-être un coupon mensuel ou trimestriel, parce que c'est comme ça qu'on demande sur ces produits-là, vous pouvez aller sur des coupons qui vont jusqu'à 10-12% annuels. Donc il y a vraiment de tout et ça permet en complément d'un portefeuille obligataire ou d'actions assez classiques, de pouvoir aussi se dire, OK, bah, j'investis, et ça aussi, c'est en fonction de vos moyens, mais souvent, quand on veut du sur-mesure, c'est 100 000 ou 300 000. Sinon, on prend des produits qui sont déjà existants et il y a quand même du choix. Et d'avoir en fait cette partie un peu diversifiée qui vont, parce que même si vous avez en fait une évolution sur le marché financier, vous avez ces coupons qui vont soit être mis en mémoire, d'où ce critère-là, et qui vont vous être versés à un moment donné. Donc ça permet vraiment de diversifier et pouvoir avoir des protections sur un marché qui est volatile. Mais c'est assez technique en plus. Après, donc là, on a vu les différents types de produits qu'on pouvait trouver sur le marché financier et on voulait aussi vous parler d'une manière finalement avec une enveloppe d'investissement, comment générer des revenus complémentaires. Voilà, parce qu'en fait, là, toutes les solutions qu'on a vues, c'était pour percevoir des revenus. Et en fait, idéalement, il faut choisir sur quel support on veut les placer. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, du compte titre qu'on avait évoqué rapidement avant, mais vous avez surtout la possibilité de mettre en place un contrat d'assurance vie. Le contrat, lui, il ne va pas générer en lui-même du rendement. C'est simplement une enveloppe dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos investissements qu'on a vus, par exemple les obligations, les actions, avec les OPCVM ou les produits structurés. Et en fait, l'avantage de cette assurance vie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est une enveloppe très flexible. On a la possibilité de mettre en place des rachats programmés, c'est-à-dire que vous choisissez si tous les mois, tous les trimestres, ou alors une fois par an, par exemple, vous voulez retirer un montant qui est fixe, euh, déterminable à l'avance. Donc tous les mois, vous dites, par exemple, je veux retirer 1000 euros, et vous le retirez directement sur votre compte. Donc il y a vraiment cette grande flexibilité et le capital reste lui disponible à tout moment. Et le gros avantage de l'assurance vie, c'est que c'est surtout une enveloppe capitalisante. C'est-à-dire que tant que vous ne retirez pas l'argent, le capital va continuer lui à générer des intérêts. Euh, Également pour vous qui êtes non résident, il y a également à vérifier en fonction de votre pays de résidence fiscale la fiscalité qui va s'appliquer. Parce que vous pouvez être exonéré justement de prélèvements sociaux. Et quand on passe par exemple également par un contrat luxembourgeois, vous pouvez avoir une fiscalité encore plus avantageuse qui va être simplement celle de votre pays de résidence, qu'on avait déjà évoqué un peu plus avant. Euh, Donc, ce qui va surtout faire attention, à quoi il faut faire attention, c'est en déterminant en fait ces rachats programmés, à bien vérifier en fonction, c'est ce qu'on avait vu en première slide, en fonction du rendement que vous voulez et du capital que vous avez, à ne pas retirer trop d'argent par rapport à ce que votre contrat va générer. Parce qu'en fait, après, on va prendre de l'argent un peu sur le capital qui va lui se réduire au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, en fait, le capital va se réduire, on aura des rachats beaucoup moins importants. Donc il y a vraiment cette étude à faire en amont pour bien déterminer justement euh, les rachats que vous voulez et quelle allocation mettre en place pour obtenir ou respecter cet objectif. Bah, le plus souvent, de toute façon, on est amené à faire ces simulations-là pour vous, parce que on n'a pas forcément tous les chiffres en tête, Ouais. donc de faire différents scénarios de performance du contrat et de voir sur l'épuisement du capital combien de temps, en fait, finalement, si on a 3%, 5%, 7% de performance chaque année, euh, combien de temps le contrat peut durer jusqu'à épuisement du capital. Également, juste pour rajouter en termes d'unité de compte, dans les contrats d'assurance vie,
c'est très très large. On a vu les actions, les obligations, mais vous pouvez retrouver des fonds diversifiés, des produits structurés, vous pouvez même mettre de l'immobilier. Il y a pas mal aussi de champs pour diversifier encore plus et toujours pareil, venir en complémentarité des autres types de placements qu'on a vus précédemment. Ouais, et la deuxième possibilité, c'est également la rente viagère. Donc en fait, c'est si vous avez demain un contrat d'assurance vie, par exemple, vous allez simplement voir l'assureur et lui proposer en fait de renoncer à votre capital. Et en échange, l'assureur va lui vous verser une rente prédéfinie pour le reste de votre vie. Donc voilà, c'est un taux de conversion qui est souvent peu attractif avant 70 ans. Euh, donc en fait, le gros bémol, on va dire, de cette solution, c'est que vous renoncez au capital, donc il n'y a plus aucun capital à transmettre, notamment pour vos enfants, par exemple. L'avantage, c'est que vous savez exactement combien vous allez toucher tous les mois. Donc peu importe si demain vous allez vivre encore 10 ans ou 50 ans. Donc ça peut devenir très avantageux, comme ça peut ne pas l'être. Donc là, on a pris un exemple en dessous. Mais pour un homme de 70 ans, par exemple, avec un capital de 100 000 euros, ça représenterait environ 440 à 500 euros par mois. Euh, voilà, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Non, mais non. Après, il peut y avoir c'est des assez simple. options Ouais. en plus sur Oui. ce type d'option-là. Très sincèrement, c'est pas forcément une option qu'on met en place tout de suite. Faut vraiment se dire que c'est un moment où vous souhaitez plus faire de gestion du tout et que vous avez bien organisé peut-être la transmission de votre patrimoine. Savoir que la rente aussi, elle peut être quand même transmise si vous prenez des options, mais forcément, c'est un coût supplémentaire, donc ce sera moins rentable. Mais c'est vraiment à la marge. On n'est pas. Faut vraiment que ça remplisse surtout l'objectif de je veux plus rien gérer et ça tombe tous les mois. C'est vraiment ça. Du coup, on a vu au niveau des placements financiers tout ce qu'on voulait vous exposer, notamment des placements qui permettent, eux, enfin des supports qui vont distribuer des revenus. En complément, vous pouvez avoir des enveloppes qui vous permettent de faire ces stratégies de rachat programmé. Et aussi, si vous avez l'option d'avoir une rente à vie et plus de gestion, c'est cette option de rente viagère. On va passer du coup au placement immobilier. Bon, là, c'est plus classique aussi. On va réaborder un petit peu les solutions qui existent sur cette classe d'actifs-là. Ça reste quand même un pilier pour vous lorsque vous êtes à l'étranger et que vous arrivez en tout cas à emprunter ou avoir un capital pour investir dans l'immobilier. Euh, Au-delà d'avoir un pied-à-terre, ça permet aussi d'avoir une ressource de revenus qui est assez facile à mettre en place. Donc, quand on parle d'immobilier, souvent on pense à l'immobilier en direct classique. C'est lisible, c'est un investissement qui est traditionnel. Ça vous permet d'avoir des revenus récurrents et qui sont indexés sur l'inflation. Donc, on voulait juste peut-être remettre en avant les points de vigilance parce qu'une gestion, lorsque vous êtes à l'étranger, c'est toujours très complexe à distance. Donc, on recommande souvent de passer par euh, des, euh, des agences de gestion locative. Même si ça a un coût, il faut aussi prendre les garanties locatives. C'est important parce que quand vous avez de la vacance ou quand vous avez surtout des loyers impayés ou des dégradations, c'est très important, comme toute assurance, d'être couvert, surtout lorsqu'on est à distance. Donc il peut y avoir pas de problème pendant des années, mais il suffit d'un locataire qui ne paye pas ses loyers ou en tout cas qui dégrade votre bien. Et là, on se retrouve sur des procédures qui sont très longues, surtout en France. Donc ça, on recommande toujours. Même si ça a un coût, ça vous protège en tout cas un maximum et ça vous enlève pas mal d'ennuis. Également, vous avez, on rencontre de plus en plus de contraintes réglementaires, notamment sur le plafonnement des loyers ou aussi sur le DPE où c'est toujours pas clair. Et ça revient, et de toute façon, je pense qu'avec les élections présidentielles, ils vont encore revenir dessus. Mais ça peut avoir aussi un impact parce que si vous êtes en DPE, donc c'est tout ce qui est énergétique, qui est très faible, ça va vous demander de faire pas mal de travaux. Et on en vient du coup de toute façon sur les charges et l'impact sur le rendement final. Il faut toujours, lorsqu'on investit en immobilier, faire attention aux charges de copropriété, aux travaux dans le temps, si vous avez
des gros travaux type ravalement de façade ou toiture, bien évidemment, il faut les prendre en compte dans la stratégie de votre investissement. Et ça, c'est le principe même, on va dire, de l'immobilier. Donc, si vous arrivez à prendre tout ça en compte, bien évidemment, ça reste un investissement qu'on recommande et qui est plutôt classique. Donc, il y a pas de sujet sur l'investissement en lui-même. Dernière petite particularité, bien évidemment, si vous êtes sur des villes à forte tension locative et donc aussi sur le prix au mètre carré qui est plutôt élevé, votre rendement il va être plus ou moins faible. On est plutôt quand même sur du 3% net hein, quand on enlève tous les impôts, toutes les charges, toute la gestion. Et on peut augmenter le rendement sur des villes qui sont un peu plus en périphérie, où là, il faut être bien évidemment vigilant sur la localisation pour ne pas se retrouver avec la problématique de vacances. C'est surtout ça qui est important. Autre stratégie, dans l'immobilier, vous pouvez investir sur des locations meublées. Donc, c'est plutôt sur de l'immobilier géré. Vous pouvez retrouver quatre styles d'investissement sur de l'étudiant, du tourisme, du senior ou de l'EHPAD. C'est vraiment ce qu'on retrouve principalement. Là, la stratégie, elle va être vraiment différente parce que point important, vous n'avez pas l'usage du bien. Donc, vous ne pouvez pas dire je reprends le bien pour habiter dedans, ou si vous avez des enfants, vous dire bah, si j'ai une résidence étudiante, je vais loger mon fils ou ma fille. Non, c'est pas possible. Parce que vous avez un bail commercial, donc il y a un exploitant qui gère la résidence pour vous. Donc, c'est vraiment une stratégie un peu différente parce que euh, c'est plutôt pour sécuriser un loyer par mois. Parce que là, il n'y a pas de sujet de vacances locatives, il n'y a pas de sujet de gestion ou quoi que ce soit. L'exploitant, il vous fait signer un bail et lui s'engage à vous verser le loyer pendant la durée du bail, quoi qu'il arrive. Même si son logement étudiant est vide, quoi qu'il arrive, vous recevez votre loyer. Donc, c'est plutôt un actif qui ne nécessite aucune gestion et qui va avoir un avantage fiscal parce que vous n'allez pas être sous le régime des revenus fonciers qu'on a vu précédemment, mais plutôt sur le régime des bénéfices industriels et commerciaux qui, par son côté en fait commercial, vous permet d'amortir et en même temps de récupérer la TVA. Parce que les loyers que vous allez en tout cas recevoir sont assujettis à la TVA, donc vous pouvez récupérer de la TVA à l'acquisition. On ne rentre pas trop dans le domaine fiscal parce que ça reste la France, ça reste toujours compliqué, mais c'est plutôt de se dire que d'un point de vue fiscal, les revenus sont moins, enfin, sont moins oui, fiscalisés et vous avez vraiment zéro gestion. C'est vraiment les atouts majeurs. Qui plus est, quand c'est des logements étudiants, c'est pas très cher aussi à l'acquisition parce que c'est des bâtis qui ont que des studios, donc forcément au coût c'est beaucoup moins élevé. Euh, les points d'attention et sur le fait où il faut être très très vigilant sur ce type d'investissement, c'est vraiment la solvabilité de l'exploitant. Si vous vous retrouvez en fait avec un exploitant qui n'arrive pas à gérer, et notamment quand on est sur les résidences seniors ou les EHPAD, ça peut être catastrophique sur l'investissement. Et en plus, difficulté à revendre derrière. Donc, il faut être quand même enfin, faire une sélection très rigoureuse sur ce type d'investissement-là. Et nous, on s'oriente plutôt sur les résidences étudiantes qui sont quand même plus simples et plus souples. Parce que quand vous vous retrouvez avec un EHPAD qui finalement ferme, c'est très difficile en fait de réhabiliter le bâti qui a été construit en étant médicalisé. Donc, faut aussi penser un petit peu à ça sur du long terme. Également, enfin, vous pouvez avoir une réévaluation du patrimoine, mais globalement, il ne faut pas non plus s'attendre à des plus-values énormes. C'est plutôt sur un rendement qui tombe tous les mois et enfin, qui n'est pas garanti, mais en tout cas qui est très, très stable dans le temps. Et qui aussi, sur le rendement, va être un petit peu plus élevé, surtout sur l'étudiant, parce que forcément, petite surface avec des loyers enfin, qui sont assez encadré, mais qui reste assez intéressant pour ce type de gestion et sur le suivi et la gestion de la résidence en elle-même. Dernier point, c'est la location saisonnière. Vous savez, c'est plutôt quand même euh, votre intérêt, c'est d'acheter un appartement, de pouvoir y aller quand vous voulez et quand vous n'êtes pas là, de pouvoir
le louer. Donc, c'est tout ce qu'on connaît sur du Airbnb. Ça, forcément, ça reste, ça reste privilégié parce que c'est souvent vous arrivez à cocher plusieurs cases qui vous convient bien. Pareil, point de vigilance, il vaut mieux passer par des conciergeries. De toute façon, la gestion en direct, c'est toujours très compliqué. Même si ça a un coût, au moins vous enlevez un petit peu toute cette gestion que demander à quelqu'un de gérer ça pour vous pendant que vous n'êtes pas là. Autant faire appel quand même à des professionnels. Les contraintes, c'est surtout le réglementaire qui petit à petit se tend. On voit le durcissement dans les grandes villes où vous ne pouvez pas louer plus d'un certain nombre de jours par an. Vous avez des obligations de déclaration en mairie, vous devez bien vous enregistrer, il faut bien que ce soit autorisé. Déjà, pour tout mettre en place, c'est pas forcément d'office. Donc ça, même si vous avez trouvé un bien, que vous êtes content, bon, bah, faut bien vérifier que vous pouvez aussi appliquer ce style de location qui aussi parfois peut être refusé au sein de la copropriété. Vous pouvez avoir des immeubles qui refusent ça et du coup, bah, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça, faut l'avoir en tête et surtout, c'est des coûts qui sont assez élevés en termes de conciergerie, mais aussi en termes d'entretien, parce que sur du très long terme, et vu que c'est pas vous qui sélectionnez les locataires, il faut bien avoir en tête que il n'y a pas toujours des locataires qui respectent les lieux, malheureusement. Et du coup, il y a pas mal d'entretien sur du long terme par rapport à de la location longue durée, où forcément, bon, bah, c'est la résidence principale de la personne. Donc, il y a un peu plus de respect des lieux. Donc, il peut y avoir quand même des déboires pas très sympas, surtout si vous avez des effets personnels dedans. Bon, je vous dis un peu des règles de base, mais il faut bien quand même l'avoir en tête que parfois, il y a des histoires pas très jolies. Et vous êtes dépendant aussi des plateformes. Donc, quand vous avez un problème, c'est pas forcément si simple. Donc, c'est bien de passer par des conciergeries même si ça a un coût, c'est toujours pareil, vous enlevez un petit peu ce sujet-là. Par contre, les atouts, c'est que le rendement est quand même intéressant. Vous avez forcément, c'est vous qui mettez le prix de la nuitée, donc ça peut vous rembourser les charges de copropriété et vous amener à un revenu en plus sur ce bien que vous utilisez, puisque c'est aussi l'objectif quand vous choisissez ce type de location, c'est de pouvoir l'utiliser quand vous le souhaitez. Ouais, Ça. la grande alternative justement au fait de détenir un bien en direct, à la location en direct, ce sont les SCPI, donc on en entend de plus en plus parler, mais pour faire simple, en fait, les SCPI, c'est le fait de détenir des parts d'une grande société de gestion qui va, elle, s'occuper d'un parc immobilier de plusieurs centaines d'immeubles, par exemple. Donc, en fait, l'idée, c'est de déléguer la gestion entièrement et de plus avoir aucune gestion derrière. Donc on avait vu juste avant les avantages justement de la gestion qui peuvent être durs à gérer, qui peuvent avoir un coût assez élevé, ou alors de ne s'exposer qu'à un seul bien en direct par exemple. En SCPI, on va simplement passer par une grande société qui va, elle, acheter des immeubles, des parcs immobiliers, des centres commerciaux par exemple, des bureaux, et les louer. Euh, sur des centaines d'immeubles, par exemple. Donc ça va permettre déjà de mutualiser, de diversifier les risques. Et on s'intéresse, nous, aujourd'hui, souvent à des SCPI qui investissent en Europe. Surtout pour les personnes qui sont non résidentes en France. Parce qu'au niveau de la fiscalité, il y aurait un grand avantage pour vous, parce qu'en fait, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Si vous avez un bien, dès lors qu'un bien est en France, la SCPI va devoir payer en fait, vous allez devoir payer les prélèvements sociaux. Euh, pour tous les biens qui sont en dehors d'Europe, c'est pas le cas. Donc en fait, la, à la fin, la fiscalité pour vous d'avoir une SCPI européenne ou française, par exemple, au niveau de la fiscalité, il y aura une grosse différence. Euh, donc aujourd'hui, on va dire, il y a deux grands types de SCPI. Il y a des SCPI assez anciennes qui existent depuis 30, 40 ans, qui vont avoir un parc immobilier très diversifié, très large dans plusieurs pays, et avoir un rendement, on va dire, donc un peu plus défensif, qui vont chercher un rendement de l'ordre de 4 à 5%, on va dire. Et on a des SCPI un peu plus récentes
qui ont été créées ces dernières années, justement quand le contexte immobilier est un peu plus difficile et que les prix ont baissé. Et ces SCPI, en fait, on peut tirer profit justement de cette baisse de prix pour acheter de nombreux biens avec une grosse décote pour aujourd'hui, en fait, afficher des rendements sur un objectif de 10 ans de environ 6 à 7%. Donc, à la fin, on va dire qu'on obtient 5% net après impôt. Donc, ce sont des CPI donc un peu plus dynamiques, mais qui permettent justement d'avoir un rendement beaucoup plus intéressant. Voilà. Les SCPI, ça veut dire Société civile de Ouais, placement immobilier, juste pour, ouais, juste le dire pour mot, mais l'acronyme. bon. Euh, et également, enfin, on ne va pas s'orienter sur des tout petits véhicules type Ouais. crowdfunding ou vraiment petit investissement sur une petite durée de temps. Là, comme l'a dit Terence, c'est des gros véhicules qui soit sont là depuis 30 ans et sur des actifs qui sont solides. C'est-à-dire que ça va être vraiment des sièges sociaux d'entreprise, ça peut être des entrepôts, des commerces de pieds d'immeubles, nouvellement des data centers. Vous avez vraiment en fait ce parc immobilier d'entreprise, on sort vraiment de l'habitation et c'est ça qui va être intéressant en termes de diversification pour avoir un rendement un peu supérieur. Et ce qu'il est également possible de faire, c'est donc d'acheter en fait ces parts de SCPI en usufruit. Donc c'est-à-dire de ne pas prendre la pleine propriété de ces parts, mais d'acheter, de prendre simplement l'usufruit. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez besoin de revenus complémentaires sur une durée déterminée, par exemple là sur les 10 prochaines années, et ben vous avez la possibilité de ne pas acheter la totalité des parts, donc d'acheter, euh, d'entrer avec un prix réduit et de percevoir en fait la totalité des loyers. Ça vous permet en fait de toucher tous les loyers pendant une durée déterminée. Et en fait, de l'autre côté, il y a une personne qui va acheter ses parts avec la nue propriété. C'est-à-dire qui en contrepartie ne va pas toucher les loyers pendant ces 10 ans, mais une fois les 10 ans écoulés, va obtenir la pleine propriété de ses parts et toucher à son tour les loyers. Ça va vous permettre en fait de toucher en fait un complément de revenu sur une période déterminée, de ne pas avoir d'IFI. Euh, IFI, impôt sur la oui, fortune. c'est ça, exactement. Euh, et également, si on prend par exemple l'autre point de vue, la nue propriété, si vous n'avez pas besoin de complément de revenu aujourd'hui dans l'immédiat, mais que vous savez par exemple que vous allez être à la retraite dans 10 ans et que c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin d'un complément de revenu, vous pouvez en fait acheter ces parts en nue propriété, ne pas avoir de fiscalité pendant 10 ans, vu que vous n'avez pas de loyer que vous avez perçu, et seulement à partir de 10 ans, toucher vos loyers, qui seront en fait plus importants parce que vous avez acheté ces parts avec une décote également. Donc ça, c'est l'avantage en fait de l'usufruit, de la nue propriété. Quand on sait un peu si vous avez besoin de revenus complémentaires aujourd'hui ou à l'avenir. Donc il y a ces petits montages qui peuvent être très intéressants. Euh, voilà. Oui, c'est très souple sur Ouais. la durée, en fait. C'est surtout ça qui est sur la durée et sur le montant. On l'a pas abordé dans la série précédente, mais quand vous achetez des parts de SCPI, c'est à partir de 250 euros la part. Mhm. Donc vous pouvez, enfin c'est très accessible. Bon, ça a un intérêt énorme d'acheter 1000 euros en une propriété, mais euh, c'est très très souple sur si vous voulez acheter en pleine propriété aussi, de manière programmée. Vous pouvez acheter une part tous les mois et du coup faire grossir votre parc immobilier pour qu'au moment de la retraite, vous puissiez avoir un revenu un peu stable, parce que l'idée des SCPI, c'est aussi d'avoir un revenu immobilier donc un peu plus stable que les actions, que les obligations dans le temps. Et du coup, si vous n'avez pas le capital tout de suite disponible, mais une grosse capacité d'épargne par mois, bah, c'est tout à fait du coup intéressant et si vous ne pouvez pas avoir de crédit, parce que sinon vous faites plutôt un crédit pour acheter de l'immobilier classique, ça reste tout à fait en fait adaptable pour faire grossir un patrimoine immobilier et avoir des revenus complémentaires assez importants au moment de votre retraite ou à un moment où vous en avez besoin. Donc, c'est vraiment toutes ces stratégies qu'on cumule et pour pouvoir après faire une allocation bien diversifiée sur l'ensemble de ces classes d'actifs.
Donc, on a vu point de vue placement financier, point de vue placement immobilier, et on voulait faire un dernier focus sur les placements non cotés. Donc, ça, c'est toujours pareil. On vient sur de la diversification encore plus dans l'allocation globale. C'est pas forcément les placements sur lesquels on pense qu'on veut générer des revenus et sur lesquels on va de manière prioritaire. Mais si vous êtes déjà un petit peu équipé sur les deux premières parties, ça peut valoir du coup de compléter avec ces placements non cotés. On entend par là en fait donc on enlève l'immobilier et on enlève vraiment tout le côté en bourse et qui peut un peu fluctuer, donc toute cette volatilité qu'on peut retrouver. Et vu que c'est des placements non cotés, donc là il n'y a pas de liquidité, donc forcément il y a un peu plus de performance qui vous est octroyée derrière. Dans un premier temps, on voulait vous parler des fonds de dette privée. Donc on l'a vu un petit peu avec les obligations, vous prêtez finalement sur un marché coté, mais c'est toujours cet objectif d'avoir un titre de créance auprès de la société. Ben, c'est un petit peu pareil sur la dette privée, mais du coup pour des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Souvent la société qui n'est pas cotée, elle va bien évidemment aller consulter sa banque lorsqu'elle a un besoin de financement, mais lorsqu'elle a un besoin qui est quand même assez urgent, assez rapide sur un projet qui est bien défini, elle passe le plus souvent par de la dette privée. Donc c'est vraiment finalement une société de gestion indépendante qui va vous prêter de l'argent en tant que société et qu'après vous remboursez, pour faire très très simple. Les fonds de dette privée, c'est pareil, on n'est pas sur des plateformes de crowdfunding, on n'est pas sur des petits véhicules, on est à côté d'institutionnels qui investissent aussi, donc on est sur plusieurs millions. Donc vous êtes à côté, donc c'est vraiment comme le private equity qu'on entend parler sur vous êtes au capital d'une société. Bah là, vous n'êtes pas au capital, vous prêtez de l'argent, mais vous êtes aux côtés de gros institutionnels qui prêtent des dizaines de millions d'euros. C'est vraiment l'objectif d'ouvrir aussi ce style de fonds aux particuliers pour qu'ils puissent, que ça puisse un petit peu plus se démocratiser. L'objectif de rendement, il n'est pas garanti, mais on est plutôt aux alentours de 6 à 8%. Donc ça reste assez intéressant sur cette partie-là. Pareil, on n'a pas cette volatilité. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va plutôt s'orienter sur des fonds de dette privée européens. Si vous lisez un petit peu l'actualité financière, on a parlé des déboires un petit peu des fonds de dette privée américains. On va pas s'orienter sur ce style d'investissement. Déjà, c'est des investissements enfin, les États-Unis utilisent la dette privée depuis quand même beaucoup plus de temps que l'Europe. Et surtout, eux, en fait, ils utilisent des effets de levier. Les effets de levier, c'est qui tout double. Et on le voit aussi en bourse, hein, quand vous utilisez des effets de levier, bon, bah, quand ça va pas, ça va doublement pas. Donc, il faut éviter un petit peu ces leviers-là. La réglementation bancaire américaine, c'est pas la même que la réglementation bancaire européenne. Et du coup, sur ces fonds de dette privée européens, c'est très réglementé. C'est un marché qui commence un petit peu euh, à être un peu plus utilisé, mais ça reste il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas ce style en fait d'investissement qui font que on est sur des véhicules. Bon, ça reste, il y a quand même du risque, hein. Si les sociétés font défaut, bon, bah forcément, vous n'êtes pas remboursé. C'est pour ça qu'on fait appel à des experts dans le domaine. Mais on est beaucoup plus réglementé sur cette partie-là pour éviter du coup d'avoir des sujets sur les fonds américains. Petite parenthèse, du coup, là-dessus, on est quand même on sélectionne bien ce type d'investissement parce que ça peut être quand même très risqué sur du long terme. Dernière information, on est sur des fonds que vous gardez sur plusieurs années. Comme je vous disais, on n'est pas sur des fonds liquides, donc c'est à minima 5 ans, voire 10 ans sur ce type de fonds-là. Vous ne pouvez pas récupérer comme ça les liquidités, ça reste un petit peu plus compliqué en cas de besoin de liquidité. Donc ça, il faut bien l'avoir en place, l'avoir en tête, pardon, sur cette partie-là. Enfin, on est souvent sur des taux variables, on n'est pas sur des taux fixes. Donc ça vous permet d'avoir une protection sur la hausse des taux, sur votre investissement. Bon, ça, après, c'est la société de gestion qui gère hein, sur du long terme, mais
Dans tous les cas, c'est pas des taux fixes classiques. On avait organisé un webinaire justement sur la dette privée, centré sur la dette privée. Donc vous pouvez le retrouver sur notre site. Oui, Donc là, ouais, ouais, non, effectivement. on était Enfin, de toute façon, vraiment c'est rentré un en gros détail. sujet, Ouais, donc ouais, ouais, c'est vrai que si vous c'est voulez ça. approfondir, il y a une de nos collègues qui a fait un webinaire dessus. Vous pouvez le retrouver sur notre page YouTube. Donc effectivement, c'est la slide qui reprend un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Le capital et la distribution ne sont pas garantis. Vous avez une liquidité qui est limitée, ou en tout cas forcément pendant les premières années, vous pouvez rien faire, vous ne pouvez pas récupérer vos fonds. Et vous avez enfin, un accès pour. C'est pas comme les obligations ou les actions, vous pouvez acheter ça comme ça pour les fonds ou comme des OPCVM. C'est quand même des fonds, soit vous les achetez au nominatif, mais c'est pas forcément éligible aux Français qui résident à l'étranger, soit c'est plutôt via un compte titre luxembourgeois ou une assurance vie luxembourgeoise via un FAS, qu'on appelle les fonds d'assurance spécialisés, où vous pouvez du coup investir dans ce style de fonds-là. Dernier point, on voulait aborder un véhicule qui est un petit peu plus accessible. Là, on n'est pas sur les fonds de dette privée qui représentent plusieurs millions, mais sur des obligations privées en direct. Donc, comme les obligations cotées en direct, ça existe. Donc là, on est très rigoureux sur la sélection des dossiers. Ça peut se rapprocher un peu du crowdfunding, mais de toute façon, ces plateformes-là n'ont pas besoin de nous en tant que conseillers. Souvent, c'est des plateformes où vous pouvez tout de suite euh, souscrire à ce type d'obligation-là. Il faut être encore plus rigoureux sur la sélection. Sur des dossiers d'obligations privées en direct, déjà, ça a émergé par rapport à la hausse de l'inflation, par rapport à 2022, où là, du coup, les obligations, de toute façon, de manière générale, sont revenues sur le devant de la scène. Et notamment les obligations privées qui rapportent du coup un rendement assez intéressant, parce que c'est du 7 à 10% annuel. Il y a finalement trois types d'obligations où on peut sélectionner les dossiers. Donc, on vous a mis les logos à droite. Tout d'abord, il y a CVE. CVE, c'est une société dans la transition énergétique qui va faire du solaire, qui peut investir dans de la méthanisation, du biogaz. Et ce type de société-là ont besoin de lever des fonds de manière régulière. Parce que ce n'est pas des investissements où ils récupèrent un rendement directement. Donc forcément, elles ont besoin de lever de manière annuelle. Et donc, on peut sélectionner des fenêtres où on semble intéressant sur le- 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 la stratégie, en tout cas de la société, à quel moment où elle est dans sa stratégie, pour proposer à nos clients ce style d'obligation. C'est souvent des obligations qui durent 5 ans. Donc c'est limité dans le temps, avec un rendement qui est déjà fixé. Donc là, notamment, c'était 7% pendant 5 ans. Tous les ans, vous récupérez votre coupon et à la fin, vous récupérez votre capital. En tant que résident à l'étranger, il faut juste toujours faire attention à vos conventions, ou quand vous récupérez le coupon, bah, vous le déclarez par rapport à votre impôt local. Il n'y a pas de prélèvement en fait qui est fait en France. Euh, les blanchisseries de Paris, bon là c'est plutôt des sociétés, donc là plutôt commerciales, où là on est très très vigilant sur la solidité du projet, du dossier et de la compagnie, enfin et de la société. Donc on va peut-être sélectionner deux, trois dossiers dans l'année, hein. C'est vraiment euh, assez rare. Mais c'est pareil, c'est des dossiers où notamment là c'était sur 5 ans, mais vous commencez à recevoir capital plus intérêt dès le premier mois. Ça, c'est plutôt bien parce que c'est amortissable, comme un crédit amortissable. Donc finalement, sur la durée de 5 ans, vous amortissez l'obligation sur 3 ans. Donc ça reste des placements du coup un peu plus court terme. Et après, le reste, c'est du bonus. Euh, et c'est souvent des sociétés qui vont avoir un rendement un peu plus élevé, donc 8 à 10%, plutôt sur ce style de fonds-là. Mais c'est très accessible. CVE, c'était 5 000 euros. Blanchisserie de Paris, c'est à partir de 1 000 euros à peu près, donc ça reste très accessible aussi. Et vous avez après le dernier type d'investissement qu'on peut sélectionner, c'est du bridge loan. Donc là, c'est du refinancement de crédit. Donc ça, c'est euh, assez récurrent aux États-Unis. Je rentre pas trop dans le détail. Mais là, on était plutôt sur des dossiers à partir de 250 000 euros. Et du coup, sur des projets un petit peu plus conséquents, mais qui étaient un petit peu plus élitistes. Donc un peu moins comme sur des projets de courte durée sur les autres. Donc tout ça pour vous montrer un petit peu que ça mérite une attention. Tant que les taux sont hauts, c'est plutôt intéressant d'avoir ce style de fonds-là.
toujours pareil en diversification par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Si vraiment vous recherchez la diversification, c'est assez intéressant. Et plusieurs fois dans l'année, on va communiquer auprès de nos clients en disant, ben voilà, on a un dossier qui est plutôt intéressant, assez accessible, qui peut rapporter du 7 à 10%. Et du coup, ça reste assez intéressant lorsqu'on a un peu de liquidité sur un compte qui dort un petit peu, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça reste des investissements court terme plutôt intéressants en termes de diversification. Voilà, au niveau de la présentation, j'espère qu'on a été assez clair. Ça aborde pas mal de questions. On a tenu du coup le timing et on voulait vous dire un petit mot sur le cabinet assez rapidement. Maubourg Patrimoine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet indépendant qui existe depuis une quarantaine d'années et qui a commencé à accompagner les Français qui sont à l'étranger depuis 2008. Donc c'est un cabinet historique, donc c'est plutôt intéressant, que ce soit côté client que côté conseiller. On est amené à travailler avec l'ensemble des acteurs de la place. On a autant des partenaires historiques, un petit peu de la gestion de patrimoine, qui sont là depuis le début, et du coup une clientèle très franco-française, qui ont des très anciens contrats, des très anciens placements, jusqu'à des partenaires beaucoup plus modernes et qui s'adaptent notamment aux Français qui sont à l'étranger. Donc c'est plutôt bien, comme ça on a vraiment une vision 360 sur ce qui se fait aujourd'hui et comment est-ce que tous les partenaires aussi évoluent dans leur offre. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble qui est très claire sur ce qui se fait aujourd'hui. On va accompagner du coup sur l'ensemble des classes d'actifs. Au-delà de cette présentation, vous avez pu le voir directement. Et ce qui est important, c'est qu'on reste une équipe d'une dizaine de personnes avec 4 conseillers aujourd'hui, et qui nous permet de garder en fait cet aspect sur mesure, de pouvoir s'adapter auprès de chaque client. On n'a pas une vocation à augmenter en termes de taille d'effectif, parce que plus vous augmentez, plus après, forcément, vous êtes obligé d'automatiser votre offre, ce qui est normal pour pouvoir avoir une gestion fluide. Et c'est pas forcément notre souhait. On aime bien d'avoir toujours cette flexibilité dans notre manière d'accompagner nos clients. Euh, donc, si en tout cas vous prenez rendez-vous avec nous, l'objectif c'est d'abord de définir votre besoin en termes de revenus, si on reste sur cette thématique-là, de vous sélectionner ensuite les meilleurs supports. Et pour ça, avec notre architecture ouverte, c'est vraiment de vous donner la vision de ce qui se fait aujourd'hui, de ce que vous pouvez faire en tant que non-résident, parce que vous ne pouvez pas avoir accès à l'ensemble de l'offre, mais c'est possible. Tous les investissements qu'on vous a proposés, ils sont éligibles pour les Français qui sont à l'étranger. De bien ensuite, on va structurer et bien adapter aussi l'offre par rapport à la fiscalité de votre pays ou la fiscalité future. Si vous me dites après, bah, là aujourd'hui, on va prendre l'exemple assez simple, je suis au Moyen-Orient, je n'ai aucune fiscalité, mais après je vais revenir en Europe, je ne sais pas, en Italie par exemple. Bah, c'est important aussi de voir bah, quand vous allez bouger, quel est l'impact de l'ensemble des investissements que vous allez faire. Parce que souvent sur cette thématique-là, l'objectif c'est d'avoir des revenus pérennes dans le temps. Donc si vous êtes amené à bouger, c'est aussi important de prendre en compte la fiscalité internationale et l'impact quand vous allez bouger. Donc on est là aussi pour vous apporter le maximum d'informations là-dessus et bien évidemment de vous suivre dans la durée, que ce soit lorsqu'on vous propose un investissement. On va suivre dans le temps, on va vous faire des points annuels et des points sur l'ensemble de vos investissements. Donc c'est aussi ça qui est important. Euh, donc voilà, c'est la petite fiche classique qu'on a sur la présentation du cabinet. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je crois qu'on a été assez clair. On n'a pas eu de questions plus que ça. Donc, tant mieux. De toute façon, vous allez avoir accès au replay. Vous avez également l'adresse mail générique de notre cabinet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à bien la noter et vous aurez également les slides à votre disposition en plus du replay. Merci beaucoup Merci à tous. et on vous souhaite un très bel été. À bientôt.